Il est là pour la 3e année de suite. Il va nous faire encore une superbe conférence, à n'en point douter, sur le handicap avec les super-héros et les super-héroïnes, entre stéréotypes et inspiration. Je laisse la main à Écologeek. Oui, donc effectivement, handicap et super-héroïsme, ça peut paraître éventuellement un petit peu antinomique. Hein. On est habitué à des super-héros parfaits, sans faiblesse, avec des corps d'athlètes. Mais on va voir que dès le début, dès le début du comics, il y a déjà des super-héros qui ont des handicaps. Alors forcément, c'est pas forcément des choses qui sont mises en avant, mais en tout cas, c'est des petites familiarités, des petites singularités, qui vont être mises en avant au fur et à mesure et qui vont se développer au fur et à mesure des décennies. Donc on démarre en fait dès le Golden Age, donc dès l'âge d'or des comics, à partir de 1939, c'est le démarrage d'Action Comics numéro 1. Et on a, dès 1940, donc un an après le gros démarrage du média, le premier super-héros handicapé, donc qui est lui muet. C'est le premier Daredevil. Alors c'est pas un ancêtre du Daredevil qu'on connaît, c'est un héros qui a porté ce nom-là avant, mais qui a été ensuite perdu dans ses droits. Donc c'est intéressant, effectivement, c'est un premier épisode d'un héros muet. Il ne parle pas, il ne fait pas de gestes, il a juste des bulles de pensée. Et encore, c'est des bulles en pointillés. À l'époque, il n'y avait pas les bulles en pensée qui existaient encore. Mais il faut croire que ça n'a pas forcément fonctionné. C'est que c'est un héros assez curieux. En fait, il perd la parole parce qu'enfant, il voit ses parents qui sont tués par la pègre. Et il est marqué au fer rouge avec une espèce de symbole de boomerang. C'est assez curieux. Et il perd la parole à ce moment-là. Donc ça commence de manière très très trash en fait. Mais ça, c'est pas poursuivi. C'est-à-dire l'épisode 1, il est muet. L'épisode 2, complètement oublié. Il retrouve il a la parole. On ne sait plus ce qui s'est passé entre-temps. On efface tout, on recommence. Donc c'est pas un super démarrage pour le handicap dans le comics. Mais en tout cas, c'est le premier démarrage. Ensuite, dans les années 40, toujours pareil, 40-41, on a une brochette de super-héros qui sont aveugles, mais pas trop. C'est-à-dire ils vont perdre la vue lors d'un accident. Très rapidement, ils vont la recouvrer plus ou moins, et ils vont avoir des lunettes spéciales qui permettent de voir la nuit. Donc ils voient le jour aussi, mais ils voient la nuit aussi. Et ils passent pour des aveugles dans la vie courante pour leur donner un alibi. Donc c'est un handicap aussi qui n'en est pas vraiment un. Ils ne sont pas vraiment handicapés, ils se débrouillent toujours. Et voilà, au pire, quand ils passent pour des aveugles, ce n'est pas vraiment le cas en l'occurrence pour le grand public. Donc c'est pas encore tout à fait ça. On va avoir une brochette comme ça de héros qui seront handicapés sans trop l'être. En 42, on a même l'inverse, c'est-à-dire que c'est entre guillemets un héros aveugle, mais le héros c'est son chien d'aveugle en fait. Le titre c'est le chien d'aveugle, c'est Drex qui va avoir l'affiche, pendant que le héros aveugle lui va juste servir à dire aller par-ci, aller par-là par rapport à ce qu'il entend. C'est très très limité. On a un héros borgne aussi, un mélange de Captain America et de Flash Gordon, un truc assez curieux, Captain Battle. Et en 1944 aussi, on a un héros qui va avoir son bras plongé dans de l'acier en fusion par des nazis, saboteurs évidemment à l'époque, et par un miracle de la Statue de la Liberté, en tout cas de l'esprit de la liberté et de la justice, son bras va se transformer en fer, donc il est une espèce de prothèse en fer, mais c'est pas encore très très prégnant. Dans un dur, il peut le bouger, qui a apparemment de handicap très très flagrant. En fait, le véritable héros qui a présenté un handicap dès le démarrage de son origine et qui va perdurer dans le temps, pendant même maintenant, c'est encore un héros qui existe, même s'il y a eu des coupures, c'est Captain Marvel Jr. Alors Captain Marvel, c'est un héros qu'on connaît actuellement au cinéma, mais à l'époque, c'était un autre héros qui avait d'autres pouvoirs, qui était proche de Superman. Et ils ont créé, pas un sidekick, ils ont créé vraiment un personnage adolescent avec ses pouvoirs qui aura ses propres aventures. Et donc ce Captain Marvel Jr., en fait, il a une origine assez glauque aussi. Captain Marvel, en titre, on le voit là-haut, balance en fait son ennemi, Captain Nazi, dans un lac, et il le tombe à côté d'une barque où il y a deux pêcheurs, donc un jeune homme et son grand-père. Captain Nazi est recueilli, mais il frappe le grand-père qui tombe et qui meurt dans l'eau en se noyant. Et il balance aussi le jeune homme qui se retrouve, là le petit bleu d'ailleurs, c'est lui, il se retrouve en train de se noyer. Donc Captain Marvel a un peu des scrupules à avoir décimé une famille à ce niveau-là. Donc il part à l'hôpital, il voit que ce héros, en théorie, ce jeune homme va être handicapé toute sa vie. Et pour se faire pardonner et puis avoir un peu meilleure confiance, meilleure conscience, je dois dire, il va lui confier des pouvoirs. Donc dès lors que ce jeune homme va prononcer son nom, Captain Marvel, non pas Shazam, il aura les pouvoirs à peu près identiques à Shazam. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de problème avec ce héros au niveau handicap, dans la mesure où à l'époque, dans les années 40, on ne s'occupe pas du tout de la vie privée du héros. À 90%, c'est des aventures qui sont mises en avant. La vie privée, la vie personnelle n'est pas mise en avant. Ce qui fait que son handicap, il est à peine aperçu, il n'en souffre pas, il n'en parle pas, donc il est handicapé visuellement. C'est plus un alibi, encore une fois, que vraiment quelque chose qui va vivre au quotidien, dont il va éventuellement souffrir. Il faudra après s'attendre
les années 90 pour qu'enfin ils se disent quand même j'étais bien, j'étais un beau gosse au lycée, j'avais toutes les meufs que je voulais, il a quand même tué mon grand-père, il m'a quand même rendu boiteux, j'ai quand même un peu la haine, quoi. Mais il aura fallu 50 ans pour ça, pour qu'ils disent quand même je souffre un peu de ce handicap et c'est quand même pas très juste à la base. Après, on va avoir un truc très très malaisant, Yankee Doodle en 1941. Donc les États-Unis rentrent en guerre en 1941 et donc ils vont faire appel un peu à l'esprit de la guerre 14-18 où les Américains sont ainsi intervenus. Et donc dès le début, dès la première page, il n'y a vraiment aucune coupure dans ce que je vais mettre. Il y a trois vétérans de la guerre 14-18 qui arrivent, dont un qui a plus de bras, l'autre qui boite et l'autre qui est aveugle, qui veulent se sacrifier donc pour donner naissance à un nouveau héros. Donc il y a une salle de prélèvement d'organes, on ne sait pas trop qui va hériter de quoi. Mais en tout cas, à partir de ces trois vétérans de la Seconde Guerre mondiale, ils vont créer un nouvel héros, neuf, en guillemets, donc qu'on peut voir à l'écran à l'instant. Ce qui est assez malaisant dans la mesure où on se dit que avec trois personnes handicapées, on fait une personne valide. C'est horrible quand on déconnecte un tout petit peu le truc. Mais voilà, c'est pas un héros qui dure très longtemps, mais voilà, déjà à l'époque, il y avait cette idée que le handicap, c'était pas forcément quelque chose de très intéressant à mettre en avant. Et d'ailleurs, c'est assez prégnant ce qu'on regarde les super vilains, puisque les super vilains sont souvent handicapés, et là sont assez monstrueux, entre guillemets. Ils ont rapidement un rôle, ils n'ont plus de cheveux, ils sont en fauteuil roulant, pour le cas de Ultra Humanite, qui est un peu un ancêtre de Lex Luthor, hein, par rapport à Superman. Donc c'est un peu l'archétype du super vilain en fauteuil roulant qui veut décimer l'humanité, dont on voit certains exemples là, en progressant dans les années 90 sur Ninjak. Donc c'est vraiment le super vilain avec sa chaise roulante et plein de super gadgets. Mais c'est le démarrage de ça. C'est un peu d'ailleurs le leitmotiv, ça fait partie des grandes figures du handicap de l'Antiquité aussi, c'est-à-dire que dès lors que vous avez quelqu'un qui est handicapé ou laid, il sera forcément mauvais. La beauté, ça sera forcément des qualités humaines importantes. Et dès lors que quelqu'un sera laid, on pourra se dire à 100% qu'il aura un mauvais fond. Et donc les personnes handicapées qu'on voit le plus, ce sont souvent les méchants. Donc vous avez un personnage qui va combattre Kanga dans la jungle, qui n'a plus de jambes et qui se balade sur un zèbre pour essayer de régner sur la jungle à ce moment-là. Vous avez des héros qui ont des crochets à la place de la main, ça va un petit peu des pirates. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, si plus on représentait les nazis et les japonais d'une manière monstrueuse, plus on avait droit à des quotas, parce qu'à l'époque, il y avait une grosse pénurie de papier pour les comics, on avait droit à des quotas supplémentaires pour imprimer le comics, vu que ça incitait beaucoup les éditeurs à insister de côté monstrueux des personnages, et surtout des nazis à l'époque. Là, on rentre en scène des choses très très gênantes. En fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, en 1937, par exemple, il y avait 30 États sur les 50 qui avaient des lois qui étaient eugénistes, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu de stériliser les personnes faibles d'esprit, entre guillemets, les criminels et les handicapés. Donc on se pose des questions sur ce qui se passe en Allemagne à l'époque. Il y a quasiment la même chose qui commence à poindre aux États-Unis à l'époque sur la partie eugénisme. Et donc on n'a pas un très bon regard sur la personne handicapée. Donc là c'est pire, c'est un handicapé allemand. Donc ils vont mettre la paquet dessus. C'est un personnage, un ouvrier d'usine qui va se faire happer les bras par une machine. Donc il va avoir ses deux bras coupés. Mais qui du coup va développer une très grande agilité avec ses pieds, sa bouche, au point de devenir difforme. Donc ils vont en faire vraiment un véritable monstre. Et donc ce personnage va développer aussi une haine des machines. Donc ils vont l'envoyer aux États-Unis en disant tu vas saboter les machines américaines. Donc c'est assez, à la fois c'est intéressant parce qu'on pense qu'on peut faire aussi avec ces autrement, mais on voit des gens qui peignent des tableaux, qui savent faire plein de choses avec leurs pieds. On a eu notamment un gamer hier Geek Life. Mais là, franchement, c'est tellement exacerbé, tellement moche, même niveau intellectuel, il est complètement sanguinaire, il est complètement fou, donc ça passe pas. Ce qui va un petit peu redorer le blason des personnes handicapées dans les comics, ça va être tous les héros de guerre qui vont venir, à partir de 43-44, à partir du moment où ils sont sur le front, qui vont vraiment être blessés. Et donc là, on va penser à des personnages qui vont être mis sur un aspect positif de leur handicap, qui vont réussir à le surmonter. Donc on voit Black Venus a eu... deux héros qu'elle a réussi comme ça à pouvoir guider dans leur chemin de confiance, en fait, une fois que leur handicap s'est déclenché suite à la guerre. On a du coup l'ancêtre le plus... Enfin, l'ancêtre, en tout cas, le descendant de ces héros-là. Je ne sais pas si vous voyez la série du coup, Agent Carter. Et vous avez un personnage qui s'appelle Sousa, de Sousa, et c'est typiquement cet archétype de héros de la guerre.
On a même des héros réels, parce qu'on a des personnages, comme vous voyez, qui sont The Legless Ace, ce qui a vraiment existé. Ce sont des aviateurs il y a plusieurs aviateurs allemands, japonais, etc., qui ont perdu leurs jambes suite à des accidents et vont continuer à combattre dans leurs avions. Et en 1945, évidemment, la guerre est terminée, donc il y a beaucoup de héros qui rentrent au pays, beaucoup de gueules cassées, beaucoup de personnages qui ont perdu des membres, etc., des yeux. Et donc DC Comics va lancer un numéro spécial au Star Comics où toute la justice Society of America va répondre à l'appel d'un soldat qui a un petit frère qui avait la polio, qui avait du mal à se mouvoir. Et ce grand frère a toujours eu pitié pour son petit frère. Et là, de retour au pays avec un bras en main, il se dit merde, en fait, j'ai toujours considéré avec de la pitié. Alors, au contraire, il fallait que je le motive, il fallait que je dise qu'il était capable, etc. Donc, voilà, Justice League pour lui dire il faut absolument que vous mettiez en avant les personnes handicapées pour montrer qu'elles ont un véritable atout et des choses à donner. Et donc, toute la Justice League va avoir, sous forme de petites aventures, va embarquer chacun un jeune homme handicapé, donc soit aveugle, soit tétraplégique. Bon, c'est pas la meilleure chose à faire d'embarquer des jeunes gens sur un champ de bataille. Mais en tout cas, c'est quand même assez positif parce que grâce à leur particularité, grâce à leur autre sens, grâce à leurs possibilités, ils vont réussir à aider le héros à vaincre les méchants. Ils ont même fait embaucher le petit frère comme scénariste de cinéma avec une machine qui va transformer sa voix en texte qui permettra de pouvoir être vraiment un scénariste à part entière. Et donc la morale, c'est que les personnes handicapées sont des personnes normales comme n'importe qui. Et donc ils vont faire une charte, entre guillemets, en montrant Roosevelt, Helen Keller, etc., Aristophane, plein de personnages historiques importants qui sont handicapés. Et donc ça reste quelque chose qui est assez marrant. D'autant que 20 ans plus tard, Silver Age, quasiment même histoire, même scénariste. Cette fois-ci, c'est la Justice League qui se rend dans une école pour handicapés. Et pour leur remonter le moral, il les emmène dans une aventure, mais en fait, qui va mal se dérouler, puisque chaque héros va récupérer le handicap du jeune homme qu'il parrainait. Donc Superman va devenir aveugle, Green Arrow va devenir, je sais pas, il n'y a pas le terme, il n'a plus avoir de bras. Flash n'aura plus qu'une seule jambe, ne pourra plus se déplacer. Donc, et grâce que part à ces handicaps, ils vont leur montrer qu'il est possible aussi de supporter ces handicaps. Même Superman aveugle peut quand même réussir à faire des choses. Et donc, c'est quelque chose qui est censé inspirer à l'époque les héros. C'est très très maladroit, effectivement. C'est très validiste. Mais c'est marrant, c'est qu'on retrouve la même charte, c'est-à-dire que Flash va récupérer la même charte il y a 20 ans pour dire on va la mettre à jour, on remet nos têtes. La Justice League va reprendre ce que la Justice Society of America avait à l'époque comme valeur. Donc on est effectivement passé au Silver Age. Et c'est un éditeur qui va plutôt prendre le contre-pied des héros parfaits de DC Comics. Je sais pas que Superman, Batman, etc. n'ont pas de failles, n'ont pas de handicap, n'ont quasiment pas de talon d'Achille. Et ce qui va être complètement différent chez Marvel, c'est que quasiment tous les héros qui ont été créés au début ont vraiment un handicap, soit social, soit physique. Là, on voit la chose, à ses débuts, était vraiment monstrueuse, était beaucoup plus monstrueuse que maintenant. C'est un vrai handicap, quoi. La personne s'est transformée, elle n'a plus son corps, elle se retrouve un peu huée par toute la population. Il aura une petite amie aveugle, donc Alicia Master, qui va être introduite un an après. Thor, au démarrage, c'est un boiteux, en fait. Grâce à son bâton qu'il trouve dans une caverne, il peut se transformer en Thor. Ça sera plus compliqué par la suite, mais en tout cas, initialement, c'est ça. C'est bien une personne avec un handicap qui trouve un bâton qui a un statut plus important. Nick Fury, donc, qui est aussi un héros de guerre, donc qui a perdu son œil dans la guerre. Même les vilains, quelque part. Donc la gargouille en 62, c'est un épisode de Hulk. Et il est aussi difforme parce que c'est un mutant. À l'époque, c'est pas vraiment ce terme-là qu'on utilise. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont il souffre. Il va absolument retrouver sa normalité et il finit par se retourner du côté de Hulk pour l'aider et pour retrouver enfin sa dignité. En fait, pas mal d'autres personnages. Doctor Strange en 63 en fait a perdu l'usage de ses mains. C'est quelque chose qu'on oublie assez rapidement parce qu'après c'est pas un handicap dans son fonctionnement magique, c'est comme au film, il n'y a pas de différence, mais initialement c'est une vraie souffrance, il peut plus opérer comme dans le film et donc il se retrouve à devoir changer de voix, changer un petit peu sa vocation initiale. Iron Man pareil, dès ses origines il a un problème de cœur, alors pas des shrapnels comme on a dans le film, mais il a un système pour abattre son cœur. Donc il va être tout le temps entre deux crises cardiaques, entre deux aventures, ça va pas pratiquement le handicaper. Ça permet d'avoir une faille, ça permet d'avoir de l'humanité, ça permet de pouvoir aussi se raccrocher au réel. C'est un petit peu leur kryptonite quelque part. Et aussi, ça avait un peu de drama dans la mesure où très souvent, ils ne se sentent pas capables d'aller vers les autres, de s'engager d'une manière romantique avec leurs fiancés de l'époque, sachant qu'ils sont handicapés, ils n'ont pas envie de nouer des liens trop importants parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur.
C'est notamment le cas d'Ardeville, donc on voit ici, voilà, qui, bon, c'est l'histoire qu'on connaît un petit peu tous, hein, qui va devenir aveugle à cause d'un accident d'un produit radioactif. Donc initialement, c'est quelque chose qui va être pris dès le démarrage du héros, un peu comme Captain Marvel Jr., mais ce n'est pas une nouveauté, dans la mesure où dès le début du siècle, on a des détectives aveugles. Donc dès 1913, des romans avec des personnages aveugles qui vont résoudre des histoires. Donc quasiment tous les 10 ans, vous avez une nouvelle génération qui apparaît dans les romans, et tous descendent entre guillemets d'un médecin aveugle, Dr Bolletin, qui a inspiré, qui était capable apparemment de sentir la température des patients simplement au toucher, de discerner un cheveu à travers plusieurs mouchoirs. Quand on lit l'article, c'est des super pouvoirs qu'il a, ce monsieur, et ça a inspiré toutes ces séries de détectives aveugles qui ont des super sens, pour simplifier, quand on lit le texte, entre deux os, c'est quasiment ça. Donc Daredevil, ses super pouvoirs, c'est que ses super sens vont se développer de manière extrême, et ce qu'on peut s'apercevoir au fur et à mesure des histoires, c'est que ça peut devenir un véritable handicap aussi. Ces sursens vont finir par être un véritable fardeau, dans la mesure où il va avoir une ouïe très, très, très importante, et ce qui peut finir par un petit peu par l'assommer. Imaginez qu'on entend tout déjà. Imaginez ce qu'on entend à l'heure actuelle. Imaginez ce que Daredevil entendrait. Il se barrait tout de suite du festival, je pense. Donc il a une attention totale, il a vraiment une concentration du matin au soir. C'est ce qu'on voit dans les films et puis dans les séries. Même dans le film, je ne sais pas, pour ceux qui l'ont vu, il n'est pas terrible, mais en tout cas, il dort dans un caisson, c'est un caisson où il n'a plus de son, plus rien, plus d'odeur, pour pouvoir vraiment se reposer, tellement ses sens, on va dire, le sollicitent. Mais c'est vraiment une source d'inspiration dans la mesure où c'est vrai que pour les héros aveugles, c'est pas forcément pour les personnes aveugles dans la vraie vie, c'est plutôt une description qu'on va avoir. Mais en tout cas, il y a plein de petites choses, plein de petits équipements, plein de choses en braille. La manière dont on va plier les billets, par exemple, dans le film, il va plier les billets dans la longueur pour ceux de 10, dans la largeur pour ceux de 5. C'est plein de choses que les aveugles font au quotidien, qui a permis de faire découvrir aux personnes valides le monde des aveugles. Et c'est assez intéressant dessus. Ce qui est intéressant pour Daredevil aussi, c'est qu'il n'a jamais souhaité retrouver sa vue. Il l'a retrouvée plusieurs fois par différents procédés. À chaque fois, il a dit non, c'est bon, je veux retrouver mes sens, ils ont besoin de moi comme ça, je me suis habitué, j'ai pas envie de retrouver ma vue. Donc c'est pas une quête. On ne cherche pas à guérir le personnage comme on a cherché parfois à le faire. En tout cas, typiquement, tous ces héros qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est aussi un archétype des dieux grecs, c'est-à-dire qu'il va avoir un accident pour lequel il va avoir un handicap, et il y aura forcément un pouvoir derrière pour contrebalancer. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est un des archétypes entre l'aspect je suis moche et je suis méchant. Là, c'est l'aspect j'ai un handicap, mais j'ai quand même quelque chose pour compenser parce que les dieux m'ont quand même à la bonne. Dans la suite, on a également les X-Men 63 qui ne sont pas handicapés. Alors, les X-Men, c'est intéressant, c'est qu'on voit au début, on peut imaginer que c'est une parabole sur les droits civiques entre les Noirs et les Blancs à l'époque. Après, maintenant, il y en a qui ont vu ça pour la communauté LGBT et puis le reste. Et on peut voir ça aussi sous le biais du handicap, dans la mesure où tous les héros sont quand même rejetés pour leur apparence physique, ce qui n'est pas forcément le cas sur la première génération des X-Men, mais qui va devenir de plus en plus le cas avec les X-Men qui vont arriver, tous les mutants qui vont arriver, qui vont être de plus en plus atypiques, en tout cas, avoir un physique assez particulier, un peu comme les Freaks de foire. C'est d'ailleurs l'image que j'ai choisie. Hein. C'est ce qui revient souvent, c'est ces monstres de foire, entre guillemets, qu'on présentait, des personnes qui ont atteint de nanisme, d'hirsutisme, avec des poils sur le visage, etc. Donc c'est des choses qu'on va mettre en avant maintenant de plus en plus, pour montrer qu'il y a à la fois que ce sont des personnes qui ont, entre guillemets, un handicap, mais qui sont capables de s'insérer dans la société, même si, effectivement, par d'autres biais, elles sont rejetées par leur physique. Et c'est quelque chose qui revient de plus en plus dans les années 2000. On va plus faire des héros, entre guillemets, des mutants lisses, visuellement identiques, mais vraiment des mutants qui ont des looks bien particuliers, pour leur montrer qu'effectivement, c'est pas si évident que ça d'avoir ce handicap physique, en tout cas, à l'époque. On a notamment Chamber là-haut qui va se faire exploser la mâchoire à cause de son pouvoir. Son pouvoir, c'est de cracher des rafales de feu ou d'énergie. Il va se faire arracher la mâchoire tout seul. Donc il se crée son propre handicap à cause de son pouvoir. Dans les X-Men, on a aussi passé rapidement Professeur Xavier, qui en fait lui est en fauteuil roulant dès le démarrage, qui va aussi retrouver ses parents plus âgés de ses jambes quasiment tous les 10 ans, ce qui n'a quasiment aucun intérêt. Donc on est dans un validisme total où on va guérir le héros tout le temps, juste pour faire un cliffhanger ou en tout cas un choc à chaque fin de numéro. Il y a très peu de numéros en fait où Xavier se pose la question, ça s'appuie sur son sort, se dit mince, j'aimerais quand même bien remarcher, quoi. Ça lui arrive, mais on n'en parle pas beaucoup et c'est dommage au final parce que c'est un héros qui est un peu gâché par rapport à ça. Et pour finir avec les X-Men, ce qui est intéressant, c'est que
Quand certains héros vont perdre leur pouvoir, ils vont trouver une apparence physique normale, ils vont être soulagés. D'autres héros qui ont une apparence physique entre guillemets valide complètement, vont perdre leur pouvoir, vont complètement passer par une phase de dépression, comme s'ils devenaient handicapés. On a Storm, Tornade, qui perd ses pouvoirs pendant plusieurs années. Elle fait une dépression au début, quoi. Elle est plus reliée à la nature, elle peut plus voler, elle perd ses jambes quasiment. Quand Angel perd ses ailes lors d'un combat, il va se suicider. Il va revenir parce qu'on va le savoir dans des moments, mais il va se suicider, prendre un avion et se faire exploser en plein vol. Parce qu'il est tellement relié à ses pouvoirs, c'est comme un xème membre, c'est comme un xème sens, et ça va complètement le briser. En 63 également, du côté d'ici, on vient un peu moins lisse, donc on part sur un concept aussi de personnages qui sont tous un peu cabossés, qui sont un petit peu handicapés quelque part, avec toujours un chef en fauteuil roulant, qui s'appelle The Chief. Et eux, effectivement, ont tous des pouvoirs handicapants. Ils se retrouvent soit coincés dans des corps de robots parce que leur corps a été tellement abîmé qu'on a seulement transformé leur crâne, leur cerveau dans un robot. C'est le cas de Roboman. Et puis un autre personnage aussi qu'on peut considérer comme un vrai handicap qui, lors d'un accident d'avion, va avoir une espèce de corps d'énergie qui sort de lui, un negative man. Mais s'il ne récupère pas ce corps au bout d'une minute, il va mourir. Donc il est toujours des bandelettes pour essayer de compenser son énergie, mais c'est aussi une forme de handicap qu'on peut trouver. Ce qui est d'ailleurs intéressant, dans la mesure où, sur la partie moderne de la Doom Patrol, c'est la partie handicapée qui va être encore une fois le plus mise en avant, comme pour les X-Men. Il y a même en fait un twist que je pense qui est déjà passé, donc je ne vais pas faire de spoiler, où on voit que le chef, c'est le personnage qui a déclenché tous ces handicaps parce qu'il savait qu'il fallait des personnages atypiques, des héros, des personnages pas comme les autres pour résoudre des histoires pas comme les autres. Il va même aller jusqu'à essayer de transmettre toute la population mondiale avec des handicaps, on va dire, par simplement des héros particuliers pour des situations particulières et pour que tout le monde soit en fait, sur un même niveau. Les années 70, il y a un personnage noir qui est handicapé, qui a des pouvoirs, Black Racer, qui devient la personnification de la mort chez DC. Donc il a ses pouvoirs juste le temps en fait on lui confie une aventure, généralement d'aller tuer quelqu'un ou d'aller rendre des comptes à quelqu'un. Et donc ensuite il redevient handicapé complètement, mais en fait il est tétraplégique, il ne peut plus bouger dans son lit. Les seuls moments où il peut enfin s'évader, c'est par le biais de ce Black Racer qu'on lui envoie, et il peut ensuite avoir ses aventures. Ça va pas durer très longtemps, c'est plus le même personnage qui va prendre ensuite ce super, entre guillemets, le Black Racer, quoi, je sais pas trouver quel terme. Mais c'est en tout cas le personnage noir, handicapé. On s'aperçoit aussi qu'il vit dans le ghetto, donc à la fois il est pauvre. On est vraiment dans une intersectionnalité entre le handicap, la couleur de la peau et l'origine sociale, qui est assez intéressant quand on lit entre les lignes. Et les années 70, c'est aussi c'est un peu l'ère des cyborgs, c'est-à-dire qu'on commence à envisager d'avoir des membres qu'on peut remplacer plus facilement, et la science-fiction va vraiment s'en emparer. Dès 70, il y a un livre qui va sortir, Cyborg, enfin 70, il y a un premier livre qui s'appelle Gun Machine, qui va être retransformé en cyborg en 73, et qui va être transformé en l'homme qui valait 3 milliards pour nous, celui que vous avez tous couru au ralenti dans la cour d'école, c'est lui. Et de ce personnage va aussi, du coup, déclencher beaucoup d'autres personnages dans les comics, comme Deathlock. Le dernier en date, quelque part, si on regarde bien, on a le soldat d'hiver qui a son bras mécanique qui remplace son moignon. Alors c'est intéressant. D'un autre côté, il n'y a plus de handicap, quoi. C'est-à-dire qu'on va transformer une personne qui aurait dû mourir, qui n'aurait pu avoir son œil, ses bras, ses jambes. Ils les retrouvent. Donc, quelque part, on dévalide leur handicap dans la foulée, hormis social, mais on verra ça plus tard avec notre personnage. Et on tombe en 1975 sur la première héroïne noire handicapée, qui effectivement est Mystic Knight, qui va également former l'un des premiers couples mixtes dans les comics. C'est une policière qui en fait va avoir son bras arraché lors d'un attentat, une bombe, et qui va se retrouver avec un bras bionique. Effectivement, là par contre, on a vraiment du pathos entre guillemets, mais pas dans le sens larmoyant. Mais elle va vraiment se dire qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi moi, même si c'est une combattante, elle se trouve quand même. On a vraiment l'impression qu'elle se trouve dans une injustice et que voilà, il faut se battre constamment contre les terroristes et ce genre de choses. Donc elle en souffre, mais de moins en moins à la fin parce qu'on finit par oublier qu'elle a un bras. Ensuite, on a une curiosité. Human Fly 77, c'est un cascadeur, un vrai qui a essayé dans la vraie vie, qui apparemment a eu un accident de voiture. On sait très peu de choses de sa vie, c'est comme ça qu'il va la romancer. Un accident de voiture, il va perdre ses 2 enfants et sa femme, il va rester plus ou moins dans le coma. Apparemment, on va remplacer 60% de ses os par du métal, c'est ce qu'il dit. Bon, courage. Il sort de là après des mois d'entraînement, il est capable de se relever, de bouger, de continuer à faire des cascades. Et quand il sort de l'hôpital, il voit tous ces personnages, tous ces patients qui sont tétraplégiques, qui sont hémiplégiques, qui ne peuvent plus bouger, qui ne peuvent plus voir. Il va se dire,
Moi, il faut que je leur montre qu'on peut se surpasser. Il faut que je sois une source d'inspiration pour eux. Et donc, je vais tout faire pour leur montrer que même avec parfois des handicaps, on peut se surpasser. Et donc, il va avoir une équipe, il va choisir des personnes, dont une qui n'a plus de main, il va avoir une personne bègue également, enfin, il va prendre plein de personnages pour aller dans ses aventures. Ça va durer 19 numéros, c'est complètement oublié. Quand on lit le comics, en fait, on oublie que c'est une équipe en fait, de super handicapés, quelque part, qui est mise en avant. Donc, il va aussi aider beaucoup d'hôpitaux d'enfants handicapés, des vétérans de la guerre. Enfin, un numéro sur deux, vous avez plein de personnages axés sur un handicap particulier. Soit la partie d'être aveugle, soit il y a aussi un personnage qui va signer entièrement en langue des signes. C'est assez intéressant parce que c'est pas très joli à voir, mais sur le fond, il y a des choses plutôt bien faites. D'autant que chez DC, en fait, et d'autres personnages vraiment parfaits, le handicap, c'est juste un twist pour le scénariste. Ça va durer un épisode. On va voir Superman qu'on va croire très tétraplégique, mais en fait, c'est une histoire qui se passe dans le futur et c'est pas du tout vrai. Flash, qu'on imagine sur la couverture ne plus pouvoir marcher, en fait, grâce à ses pouvoirs de vibration, on laisse passer un épisode, il est guéri. Superman attend une greffe du cœur, donc ça dure un épisode, il est dans une chaise roulante, il a sa greffe du cœur, tout va bien, ou c'est une opération du cœur. Wonder Woman va être aveugle pendant un numéro également, enfin plein de choses comme ça, très très ponctuelles, qui n'ont pas de conséquences, qui vont peut-être juste mettre un flash sur un handicap, mais qui n'ont pas d'impact sur le personnage, ils n'en souffrent pas réellement, et ça ne fait pas vraiment matière à réflexion. Alors, en théorie, c'est Modern Age, mais forcément la police de caractère a explosé. Donc on arrive aux années 80. Les années 80, par contre, on va avoir plein de personnages handicapés, que ce soit des héros secondaires, des personnages, pas forcément des héros, mais des petits amis, des secrétaires, etc., qui vont avoir plus ou moins un handicap important. Des années 80 à 90 et 2000, c'est maintenant quelque chose qui est tout à fait établi. C'est plus facile d'avoir un personnage secondaire qui est handicapé que Batman ou Superman, forcément, parce qu'on ne vient pas en arrière sur ce qui a été fait. Mais en tout cas, on en trouve beaucoup et ça permet d'avoir beaucoup de choses qui vont se développer. Notamment, on va avoir une équipe, donc Alpha Flight, dans 83. 3 de ses membres sont handicapés de manière différente. Vous avez Punk qui est atteint de nanisme et qui en souffre, on va dire, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui va laisser entrevoir dès les premiers épisodes. Il joue de son handicap, de sa petite taille pour faire des cascades que personne ne pourrait faire, pour s'introduire partout. Vous avez les personnages qui volent là, avec les cheveux longs, qui s'appelle Aurora, qui a un dédoublement de la personnalité, qui va avoir une face qui a ses pouvoirs, qui est complètement libérée, et une autre face qui est une religieuse quasiment, qui a été élevée chez les sœurs, qui n'imagine pas qu'elle a ses pouvoirs complètement, qui l'oublie et qui ne veut absolument rien avoir à faire avec toute cette équipe héroïque. Et vous avez un personnage qui, dès la naissance, qui va naître sans jambes et qui, grâce à un robot qu'il va fabriquer, peut réussir quand même à partager des aventures. Donc en fait, on a une équipe assez comme atypique. C'est pas mis en avant vraiment, on met pas ça sur la couverture, mais mine de rien, sur 20 numéros, c'est quelque chose qui revient et qui est introduit de manière assez intelligente. Pareil chez DC, les Teen Titans, dans 80, on va avoir un héros qui est muet, cette fois-ci vraiment, qui va le rester, plus ou moins, donc Jericho. Et c'est intéressant aussi, parce qu'on voit des numéros où il apprend la langue des signes américaine à des enfants, donc ça permet quand même de faire passer certains messages, et de pouvoir montrer au monde qu'il n'y a pas que des personnages valides, que des héros valides, et voilà, que les personnes handicapées ont leur place complètement dedans, et peuvent communiquer, peuvent aussi partager des aventures. Post-technique. Et donc dans les Teen Titans, il y aura aussi un cyborg, là, qui va vraiment, entre guillemets, montrer qu'il souffre de sa transformation, surtout qu'en fait, on ne lui a pas demandé son avis. Il va perdre la moitié de son corps physique, de chair, en l'espace d'un épisode. Il va se réveiller en cyborg, son père l'aura transformé complètement. On ne lui a pas demandé si c'est ce qu'il souhaitait, vivre comme ça. On ne va pas lui demander quoi que ce soit. Il se réveille, il a plus de bras de chair, plus des bras mécaniques, pareil pour ses jambes. Donc c'est un peu dur, il manque la moitié du visage. Donc il se demande franchement ce qu'il fait là, et il se demande bien pourquoi on lui a fait cette mauvaise blague, entre guillemets. Donc il va mettre beaucoup de temps, entre guillemets, à s'accepter. On voit qu'il va être rejeté, un peu montré du doigt comme un monstre dans les premiers numéros par la population. Après, c'est moins le cas. Mais ce qui est intéressant, par contre, dans les numéros qui suivent, c'est que, effectivement, il y a ce handicap qui est vraiment là, qui est important. Mais quelque part, il peut marcher, il peut se battre, il peut continuer à vivre de manière assez normale. Alors que dans la vraie vie, les personnes auxquelles il manque un membre, au mieux maintenant, on peut commencer à leur faire des gestes, et c'est encore assez récent, par des exosquelettes et par des connexions électriques.
Mais maintenant, le personnage handicapé, c'est quand même plus des pinces qu'ils peuvent avoir. Ça coûte très cher, ce genre de prothèse. Donc, il y aura un numéro assez intéressant. Il va se faire invectiver en disant toi, tu as du bol, tu as quand même plein de pouvoirs, tu as quand même tout un équipement qui te permet de faire des choses extraordinaires. Moi, j'en suis réduit à une pince, quoi, quand même. Donc, franchement, tu es un personnage handicapé, arrête de le plaindre. Moi, j'en suis à ça. Et c'est assez marrant. Vraiment de voir qu'effectivement, et c'est tout le paradoxe des comics, quelque part. On pourrait soigner tous les personnes handicapées, héros ou pas héros, parce qu'entre la magie, les réalités alternatives, les pouvoirs, etc., tout pourrait être soignable. Mais ils ne le font pas, sinon il n'y aurait pas de personnes vraiment handicapées, on ne pourrait pas les représenter. On pourrait vaincre la faim dans le monde dans les comics, on pourrait vaincre la guerre dans les comics, ils ne le font pas, sinon il n'y aurait pas d'antagoniste non plus. Donc il faut garder cet aspect réel malgré tout, même si on sait pertinemment qu'il pourrait être guéri si le scénariste le souhaitait, quoi. Et même les héros assez importants vont commencer à avoir pas un sidekick, mais en tout cas des personnages secondaires qui vont aussi représenter un handicap. On va avoir Madame Web en 80 qui va être une aide assez récurrente de Spider-Man, une personne aveugle qui par contre voit le futur. Alors ça c'est pareil, c'est aussi un archétype typique de la Grèce antique, des Pythie qui étaient aveugles mais qui voyaient de l'avenir. Et ça par contre on va en trouver un paquet. DC Comics ou Marvel Comics ou autres, souvent des femmes aveugles qui voient le futur, des prémonitions. Chez les X-Men, il y en a deux. Chez DC, c'est plutôt une sorcière. Mais en tout cas, on va avoir ça qui revient de manière assez récurrente. Et même chez Batman, il va y avoir, on ne sait pas, mais dans la Batcave pendant 10 ans, c'est pas un petit Chinois qui était là pour travailler. C'est un héros qui a un léger handicap cognitif, qui est bossu, qui a aussi un pied beau, mais qui par contre est un génie en mécanique. Et c'est lui qui va construire la nouvelle armure, enfin pas de Batman à l'époque, au moment où Batman va perdre ses pouvoirs, va perdre son rôle de Batman parce qu'il va être cassé en deux, je vais le montrer après. Et ben c'est ce personnage qui va construire la nouvelle armure de Batman qui est censé remplacer le nouveau Batman. Donc voilà, il y a eu un personnage handicapé dans la Batcave pendant près de 10 ans et tout le monde l'a quasiment oublié. Donc le Dark Age, on arrive à la suite, années 90, où effectivement là, les super-héros vont morfler et vont avoir un handicap qui va durer un peu plus longtemps. Batman va être effectivement coupé en deux par Bane, ça c'est ce qu'on retrouve un peu dans le comics à un moment donné. Donc il va être tétraplégique pendant plus d'1 an, avant que là aussi il finisse par retrouver ses capacités moteurs classiques. Mais ça va durer, et c'est quelque chose qui est quand même assez à marquer, même si maintenant ça ne retrouve plus. Il aura comme été handicapé, même brisé dans tous les sens, parce que même psychologiquement ils ont fait plein de choses pour l'achever. Mais en tout cas, voilà, il y a des héros importants qui vont commencer à subir un peu des épreuves. Iron Man, on l'oublie, mais pendant à peu près une petite année, il va être aussi tétraplégique, en fauteuil roulant. Il finira par retrouver effectivement l'usage de ses jambes, mais il va aussi se rendre compte que son bureau n'est pas du tout prévu pour les personnes handicapées, puisque le fauteuil tape dans les bureaux à longueur de temps. Donc il va réorganiser toute son entreprise pour que ça puisse être enfin adapté à lui. Et c'est intéressant à ce point de vue-là. Bon, effectivement, ça va être encore au nouveau, le personnage va être de nouveau soigné, donc ça va pas avoir d'impact. Mais sur le moment, on montre qu'il peut y avoir quelque chose d'important qui arrive. Wonder Woman va devenir aveugle pendant aussi près d'1 an dans ses aventures. Alors ça, par contre, c'est assez intéressant de montrer que voilà, même aveugle, Wonder Woman réussit quand même à continuer à avoir des actions et peut réussir à se débrouiller. Aquaman va avoir sa main tranchée pendant près de 10 ans également, remplacée par un crochet, avant qu'elle soit redconnée, puis recoupée, puis redconnée. Mais en tout cas, voilà, il va pas mal morfler avec sa main. Et en fait, actuellement, là, la super-héroïne en l'occurrence, qui va vraiment montrer que malgré son handicap, la vie n'est pas finie, même la vie super-héroïque n'est pas finie, ça va être la première Batgirl, enfin la deuxième Batgirl en l'occurrence, Barbara Gordon, qui va, après plusieurs aventures assez classiques, va se faire tirer dessus par le Joker, dans un épisode assez glauque d'ailleurs, il n'y a pas que tirer dessus d'ailleurs. Donc elle va effectivement perdre l'usage de ses jambes. Et elle va continuer ses aventures. Alors c'est vrai que les scénaristes l'ont eu un peu mauvaise quelque part, les scénaristes classiques l'ont eu mauvaise parce que c'est un scénariste qui s'appelle Alan Moore qui a repris qui a fait effectivement tirer dessus sur Barbara Gordon. Les scénaristes classiques se disent merde, ils ont cassé notre personnage, quoi, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Et donc ils vont la réintroduire tout doucement sous le nom d'un personnage qui s'appelle Oracle, et qui va intervenir uniquement d'une manière informatique d'abord. On se demande qui c'est, et au bout de quelques épisodes dans une série Suicide Squad qu'il va y avoir, on va découvrir que c'est elle qui dirige tout depuis le début, qui grâce à l'époque à l'internet assez balbutiant va réussir à avoir un paquet de données et peut diriger une équipe, peut aider toute une équipe ou des personnages, et peut avoir un véritable rôle pour aider les héros et devenir une super-héroïne elle-même. Donc on voit qu'on n'a pas un système d'une vision assez classique du handicap, avec une version beaucoup plus moderne, où même si elle n'a pas l'usage de ses jambes, parfois elle va quand même sur le terrain, donc elle, effectivement, on s'occupe de la partie informatique.
C'est assez intéressant de voir qu'également, en fait, on commence à parler d'Internet seulement en 95. On parle d'Internet et c'est là qu'elle va trouver une source d'inspiration, voir des vidéos, voir des gens qui vont lui montrer qu'effectivement, même, on va dire que malgré son handicap, il y a encore des choses qu'elle peut faire. Il y a plein de choses qui peuvent lui être utiles pour, au quotidien, continuer à vivre sa vie, qui parfois n'est pas évidente, puisqu'on le voit par exemple on ne le voit plus. Au revoir. Sur les ascenseurs, par exemple, elle ne peut pas venir d'accéder à un ascenseur quand il est bondé en fauteuil roulant. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont très très vivantes. Et autant à l'inverse des années 40, où le personnage, dans un comics, c'est 90% super-héros et 10% de vie privée, ça va être quasiment moite-moite, surtout dans une série qu'on appelle Birds of Prey, où elle va voir, c'est elle qui va devenir vraiment le héros, quoi. En théorie, c'est Black Canary, la héroïne Vade, qui va être sur le terrain, qui va avoir les aventures, et c'est Oracle qui va l'aider à se diriger, entre guillemets, l'aider à s'en sortir. Mais c'est vraiment Oracle qui va avoir le beau rôle dans cette histoire, qui va devenir vraiment un fan favorite, c'est-à-dire que c'est vraiment le chouchou des fans. Elle va avoir une vie complètement entre guillemets normale, continuer à vivre des aventures, elle s'est mariée, plusieurs aventures amoureuses, elle s'est mariée au final. Et c'est d'autant plus dommage qu'au final ils l'ont guérie. Après 10 ans comme héroïne, avoir fait une place, avoir eu vraiment ses fans, ils ont guéri dans une nouvelle phase. Enfin, DC Comics passe son temps à rebooter ses univers, à relancer ses univers en effaçant régulièrement ce qui s'est passé. Et là ils vont la guérir. Et ce qu'on lit sur le net, c'est affreux, quoi. Les personnes en fauteuil roulant qui voyaient un modèle, un exemple, quelque chose, une source d'inspiration, effacée, on est guéri, on passe à autre chose. Une approche complètement validiste. Alors, à mon avis, un de ces jours, elle finira par repentir en fauteuil roulant, mais ce qui va être aussi affreux de jouer avec un personnage comme ça, et avec les attentes des fans quelque part, et puis pour se projeter quelque part, elle va peut-être effectivement redevenir tétraplégique pour revenir ensuite valide dans 2 ans. On ne peut pas vraiment s'attacher au personnage puisque ça ne va pas durer. C'est un peu le souci. On n'a pas trop parlé des handicaps cognitifs et psychiques, et c'est effectivement les années 80-90 que c'est des choses qui vont se développer. Il manque un S en handicap d'ailleurs, ça c'est mon propre handicap. Et des choses qu'on va même retconner, c'est-à-dire qu'on va se servir de ce qui a été vu dans le passé, qui n'était pas vraiment visible, pour se dire merde, mais en fait ce personnage-là, il a un problème dès le début. Et Mister Fantastique, donc les 4 Fantastiques, le chef, par son aspect super intelligence, extrêmement précis, extrêmement concentré, assez froid aussi au final, il y a des scénaristes qui vont se dire en fait ce mec-là, il a un syndrome d'Asperger, quoi. Il est un peu autiste quelque part. Et ça va être validé. Il y a même un épisode où Richard dit « Je me suis auto-diagnostiqué ». Bon, on ne peut pas s'auto-diagnostiquer autiste, mais en tout cas, lui le fait. C'est un génie, il en est capable. Mais en tout cas, il va s'auto-diagnostiquer comme étant autiste et valider le fait que voilà, c'est pour ça qu'il est un peu à part, qu'il n'est pas très, très attentionné par rapport aux autres, qu'il va être assez froid et directif. Mais c'est parce que, dès le démarrage, et c'est quelque chose qu'on voit dès le début, hein, c'est un chef, il ne va pas y penser. Il ne va pas trop penser aux autres, pas trop penser à leurs sentiments. Et il va être considéré comme une personne autiste ou syndrome d'Asperger. C'est un spectre de l'autisme assez large. On ne sait pas exactement où ça se situe, mais en tout cas, c'est présent maintenant depuis déjà 10 ans. On va également avoir des héros qui vont avoir des doublons de la personnalité. Donc j'ai pensé, je parlais tout à l'heure de Aurora, mais en fait, on va avoir des personnages comme Badger, qui est très peu connu, qui va être au moins 3-4 personnalités différentes, à chaque fois avec des pouvoirs différents. Marie Typhoïde, qu'on a vu dans une série récemment, qui a aussi cette double personnalité méchante, gentille, avec des pouvoirs différents, en tout cas des capacités différentes, et aussi la manière dont elle va ne plus se souvenir de ce qu'elle a fait dans son autre vie, entre guillemets. Donc elle passe d'une vie à une autre sans se souvenir des conséquences de ce qui lui est vraiment arrivé. Il y aura aussi Légion, un personnage qui, effectivement, dans la série, par contre, n'aura pas autant de problèmes de double personnalité. Et Crazy Jane, qui est un personnage de la Justice League, qui elle, a 64 personnalités différentes et 64 pouvoirs différents. Ce qui permet, là on ne parle plus vraiment de handicap, on n'est plus vraiment à mettre le focus sur un handicap, entre guillemets, à sensibiliser. On est plus dans le twist scénaristique où on se dit, quand tout est perdu, une nouvelle personnalité, nouveau pouvoir, ça vient tout chambouler et on repart à zéro. Donc c'est assez intéressant et de notre côté, c'est très très facile comme système. Et donc le personnage qui va être mis en avant prochainement, qui a lui un doublement de personnalité, même un triplement de la personnalité, même un quintuplement de la personnalité si on regarde les derniers personnages, c'est Moon Knight qui lui au début se crée des personnalités juste pour s'infiltrer dans la pègre, juste pour avoir des couvertures, différents personnages, différents noms, mais au fur et à mesure va devenir des véritables personnalités à part entière. Et donc il va finir par un peu perdre la réalité, plus savoir si c'est un millionnaire, plus savoir si c'est un justicier, plus savoir si c'est un super-héros, plus savoir si c'est un indique de la rue. Et il va vivre différentes vies là-dessus. Et on voit le trailer de la série qui va sortir prochainement. On sent bien que ça va jouer complètement là-dessus.
Ensuite, on a, dernièrement, on a pu le voir la série, Ankai, donc Œil de Faucon, qui lui est handicapé, alors depuis 82 en fait, mais là aussi, les scénaristes ont un peu oublié cette histoire-là. Il est handicapé en 82, il va avoir une onde sonore très importante qui va le rendre sourd, mais une surdité qui ne va pas durer très très longtemps. Au bout de 2-3 ans, les scénaristes vont oublier. Ça va être ensuite repris puis réoublié. Et dernièrement, il y a la série de 2014 où il a encore une fois une explosion qui le rend sourd. Et cette fois-ci, il y a tout un épisode qui se fait en langue des signes. L'épisode entier, il n'y a quasiment aucun phylactère, c'est comme je vous le présente, et même pas de traduction. C'est-à-dire que c'est au lecteur d'aller chercher sur Internet ce que veut dire. C'est facile, on sait que c'est Ankai. Mais en fait, c'est l'alphabet avec les lettres qui sont faites avec les mains. Et sinon, ça peut être également tout un système de langue des signes. Là, c'est dire what the fuck, ce genre de choses. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui permet déjà d'avoir quelque chose de visuellement très intéressant sur un numéro entier comme ça. D'aller dire aux gens, allez vous intéresser à ce qui se passe, allez tenter de voir la langue des signes, parce que là, on ne vous donne pas les codes. Vous êtes comme une personne handicapée dans un monde valide, c'est à vous de vous démerder, vous n'avez que les signes pour comprendre ce qui se passe dans ce numéro. Et donc, il y a eu forcément une hausse des recherches sur la langue des signes à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour comprendre un minimum ce qui se passe. Même si visuellement, il y a plein de choses qu'on comprend, c'est beaucoup plus riche quand on va chercher tous les signes et du coup leur correspondance. Il y a même, du coup, ça va durer quelques numéros. Ankai va vraiment être sourd. Même Deadpool veut commencer à le signer avec lui. Enfin, c'est assez rigolo. Et encore une fois, ça va être oublié, redconné. Il va être guéri par un petit implant que Tony Stark va lui mettre dans l'oreille. Mais ça va peut-être pas durer longtemps, puisqu'en fait, comme maintenant, dans la série, c'est officiel, il est sourd. Il y a de grandes chances que dans le comics, ça revienne encore une fois, au bout de 3e fois. Peut-être qu'Ankai, définitivement, pourra être quand même un symbole du handicap auditif au bout d'un moment. Flash Thompson également, c'est un personnage secondaire de Spider-Man. Donc c'était le héros un peu m'as-tu-vu qui le martyrisait pendant ses années lycée-collège, mais qui, lors de la guerre d'Irak, va perdre ses jambes. Et donc il y a toute une reconstruction du héros qui est intéressant, qui va durer 2-3 ans. Ils ne vont pas faire un focus vraiment sur lui, sur un numéro, mais ils vont faire plusieurs focus sur le personnage pour montrer toute sa progression. Il y a un numéro assez intéressant, on voit les différentes étapes en fait, d'un deuil, quel qu'il soit, d'un deuil d'une personne, d'une séparation, ou alors en l'occurrence de perte de ses jambes, avec la première période qui est le déni, puis la colère, puis la dépression, et ensuite l'acceptation de ce handicap. Et c'est assez poignant, et c'est vraiment très bien écrit. Ça a ses limites, ça reste un comics, et on ne peut pas se limiter à ça, mais en tout cas voilà, le héros se reconstruit complètement en l'espace de 3 ans. C'est peut-être un petit peu rapide, mais en tout cas au moins ça a la mérite de ne pas le transformer du jour au lendemain, comme un petit peu malheureusement ce qui arrive au final pour le héros, puisque devient le nouveau Venom. L'armée le recrute, lui, entre guillemets, lui présente le symbiote, et il va devenir le 2e Venom qu'on a vu dans les films. Enfin, le Venom des films, en tout cas c'est pas ce Venom-là qu'on a vu au cinéma. Donc il est toujours tétraplégique, mais en fait le symbiote lui crée des fausses jambes. Donc quand il appuie son symbiote, il repart en fauteuil roulant. Mais c'est aussi une vision assez validiste de la chose, c'est-à-dire qu'il est toujours à retrouver ses jambes à un moment donné, il ne va pas pouvoir se débrouiller vraiment sans. Mais c'est quand même intéressant parce que malgré ça, dans la série, on a quand même des moments où il se retrouve quand même handicapé, il doit quand même jouer le jeu, il ne peut pas tout le temps se balader avec son symbiote. Donc il y a quand même des éléments qui restent. Mais voilà, c'est pas que c'est un personnage gâché, mais il y a eu des choses intéressantes qui sont tombées un peu trop facilement d'un point de vue scénaristique. Un dernier personnage qu'on va terminer, je pense, là-dessus à peu près, c'est Echo, donc un personnage qu'on a vu aussi dans la série, qui est là en l'occurrence muette, sourde en l'occurrence, excuse-moi, sourde dans le comics uniquement, mais qui va développer des capacités, entre guillemets, à pouvoir recréer tout ce qu'elle voit. Donc elle va réussir à combattre Terre de Ville. Le simple fait de le voir dans une position, elle va réussir à copier son style, et parfois c'est son pouvoir ou son... Wow. Et là aussi, tous les premiers numéros sont très intéressants. Elle a beau être sourde, elle fait du piano, elle ressent les vibrations par le piano. Il y a une page très marrante que j'ai mise où elle est avec Matt Murdock qui lui est aveugle. Donc ils vont se raconter le film. Lui ne voit pas le film, elle ne l'entend pas, donc ils vont s'expliquer le film l'un à l'autre. Les gens sont excédés à l'arrière. Mais voilà, c'est une vision du handicap qu'on n'a pas vraiment vue ailleurs, où 2 personnages handicapés se fendent la gueule de leur handicap respectif et souffrent bien de ce qui se passe autour.
Et là, effectivement, ce personnage ne va pas chercher à se guérir, ne va pas chercher non plus à se surpasser, comme avec Oracle, où il y a ce quantité toujours à être le meilleur, à se dépasser. Ça peut être un peu une grosse pression aussi pour les personnes valides qui ont une personne handicapée. Donc c'est simplement, elle accepte son handicap, elle est née comme ça, elle ne cherche pas à changer. C'est ce qu'on voit dans la série. Dans la série, elle demande pourquoi en Kai, il a encore son appareil. Il ferait mieux d'accepter son handicap et de passer à autre chose. Et c'est vraiment un biais intéressant qu'on n'a pas retrouvé encore jusqu'à présent dans les comics. J'ai beaucoup parlé des films et des séries, donc ça c'est quelque chose, franchement tous les personnages qu'on a vus récemment, c'est un héritage des comics. Donc c'est assez classique, on revoit Xavier, Nick Fury, le Cyborg. Pareil, la Doom Patrol revient sur les fondamentaux aussi, et on retrouve la même idée du personnage handicapé, Mystic Knight, Captain Marvel Jr., Daredevil forcément, Birds of Prey avec Oracle qui est en fauteuil roulant. Il y a un épisode aussi, on ne pouvait pas trop l'oublier. Le premier Superman, Christopher Reeves, a eu un accident de cheval dans les début des années 90, a été handicapé. Donc il y a eu un épisode spécial dans Smallville, où il jouait un personnage handicapé, un professeur. Donc c'est quelque chose d'intéressant aussi, de la manière dont ça peut être mis en scène. De manière aussi intéressante, parfois les comics vont se différencier les séries vont se différencier des comics. War Machine perd les axes de ses jambes dans les films, ce qui n'est pas le cas dans les comics. Donc là encore, il marche grâce à son armure, mais c'est déjà moins aisé, quoi. Ça fait pas, c'est pas comme s'il n'y avait pas de différence. On sent que ça le touche quand même. Dans les X-Men, vous avez le personnage de Bolivar Strack qui a été introduit, qui existe, mais qui n'est pas nain. Là, je ne sais plus cet acteur, décidément. Bon, bref, qui a un nanisme. Je suis un peu alzheimerisme à ce moment-là. C'est ça, Peter Dinklage. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un personnage entre guillemets humain qui se bat contre les mutants, contre les mutations. Et quelque part, on n'en parle jamais, mais toute l'ironie de la chose, c'est que lui-même est quelque part issu d'une mutation. Et en fait, il va combattre un petit peu ce qu'il est lui-même. Mais c'est jamais mis en avant. Là, vous avez aussi Jericho qui est dans la série Teen Titans, qui continue à être muet, ce qui n'est plus le cas dans les comics. À un moment donné, dans les comics, il a été guéri aussi, quoi. Donc l'avantage des séries et des films, c'est que par la recherche de diversité, ça finit quand même par retomber sur les comics à un moment donné. Et donc là, les choses intéressantes dernièrement, je dis intéressantes, en tout cas innovantes dans ce point de vue-là, en KS qui enfin définitivement montre son handicap. Vous avez Echo, de la même manière, et là ils ont choisi une actrice qui est effectivement sourde, muette également, et qui également lui manque un membre. Et c'est vraiment ce qu'a cette actrice comme handicap. Ce n'est pas des choses qui ont été ajoutées. Ils ont été au-delà du comics et ils ont montré qu'on pouvait en faire quelque chose d'intéressant. Vraiment une manière différente de combattre, une manière différente de se mouvoir, d'envisager la vie. Même au niveau d'un point de vue du scénario, elle a toujours un personnage pour expliquer ses pensées en langue des signes. C'est pas du tout biaisé, c'est pas du tout validiste et c'est très intéressant là-dessus aussi. Vous avez le personnage de Macquarie chez les Eternals qui était en fait initialement un homme blond tout à fait valide, qui sont transformés en femme de couleur qui est muette. Et du coup, l'actrice elle-même aussi est une sourde muette. Elle a joué dans Walking Dead, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la série. Et donc là, ils ont vraiment été au-delà. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de diversité? Au-delà des couleurs, ils ont aussi été au niveau du handicap. Et ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Mais c'est un des premiers exemples où on va transformer un personnage de A à Z du comics pour l'écran. Et pareil, Moon Knight, mais je ne vais pas y revenir. Et j'en ai fini avec... j'ai réussi à tenir à peu près 45 minutes. C'était un peu speed, mais voilà, on en est là. Merci beaucoup, Ecologeek, pour cette démonstration très intéressante sur le handicap et le super-héroïsme. Des conférences toujours super intéressantes que tu nous fais chaque année. Et c'est super cool pour un festival qui se veut inclusif, qu'on ait quelqu'un qui nous fasse ce genre de conférences. On te remercie.